Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux que je n'ai pas encore vus, bienvenue. C'est le dernier volet de conférence de cette première journée autour de la création durable. Donc, entrée en matière, les nouvelles entrées en matière de la créativité durable. Et cette rencontre sera suivie par une interview d'un grand témoin sur un projet de PLV circulaire. Donc, je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout, puisque des innovations seront annoncées. Donc, je vais vous faire une petite mise en situation qui va expliquer un petit peu pourquoi on s'est réunis aujourd'hui autour de ce sujet. Il y a 2 ans déjà, sur le salon C-Print, des intervenants ici, donc Guillaume et Frédéric, étaient avec nous pour parler de ce sujet et avaient évoqué leur premier projet de RSE, leur premier développement. Et je trouvais très intéressant de faire la suite de l'histoire, de leur donner un droit de suite, parce que vous allez voir, ils ont beaucoup évolué par rapport au projet qu'ils ont annoncé. Et ils vont pouvoir vous montrer comment on met en place une stratégie RSE de développement. Et ce n'est pas aussi linéaire qu'on peut le penser et qu'on a des belles et des bonnes surprises souvent. Et donc, ils viendront nous en parler. Mais au-delà de ça, depuis 2 ans, je trouve, en analysant et en interviewant des acteurs du marché, que les discours ont évolué. Beaucoup. Chez les consommateurs, chez nous tous, on n'a pas du tout la même approche de ce qu'est un projet RSE, de ce qu'est un document éco-responsable, une communication responsable, éco-responsable. Parce qu'on va se l'avouer, il y a quelques années, quand on indiquait en bas de notre plaquette que ce document avait été imprimé sur un papier issu de forêts durablement gérées, ça suffisait à faire de vous un acteur vertueux du développement durable. Plus du tout. Plus du tout maintenant, les gens sont informés, ils sont agiles, ils ont connaissance des flux, des circuits de production, et donc ça ne suffit pas. Entre désormais dans l'équation, par exemple, l'origine du papier. Bien sûr, son lieu de fabrication, le chemin qu'il a parcouru pour arriver jusqu'aux presses de votre imprimeur, sa méthode d'impression choisie, l'énergie qu'il a dépensée pour imprimer ce document. Utiliser un papier certifié FSC, c'est évidemment important, indispensable, ça on ne va pas le remettre en jeu, en doute. Voilà. En revanche, c'est tout le process de production que l'on va interroger et les donneurs d'ordre sont de plus en plus informés sur ce sujet. Et c'est un savant jeu d'équilibriste qu'il faut aujourd'hui mettre en place quand on est imprimeur, puisque à chaque projet correspond une façon de développer son imprimé en fonction de son usage. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Se pose en creux de tous les débats qu'on va avoir une question très importante qui concerne évidemment les usages, mais surtout la traçabilité des productions que vous allez produire. À l'instar de ce qu'on voit un petit peu dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, il y a de la traçabilité dans l'agroalimentaire, il n'y en a pas encore sur le print, mais c'est sûr, ça va arriver. Pour s'en convaincre, il suffit de voir un petit peu les systèmes de bonus-malus que met en place Citeo, notamment pour l'impression numérique. Vous savez que vous avez un malus si vous imprimez en numérique, quoique des solutions arrivent pour recycler vos papiers qui vous permettent, quand ils sont imprimés en numérique, de ne plus avoir ce malus. Donc il y a bien une question de traçabilité sur la technique d'impression que vous allez utiliser. Autre phénomène qui fait que les nouvelles entrées en matière, la créativité durable va être au cœur de toutes les discussions, c'est qu'en France, les pouvoirs publics poussent les entreprises à agir en promulguant des réglementations, ça vous le savez, mais elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus strictes. Je vais vous faire juste une petite liste. Il y a le Grenelle 2, il y a la loi Vigilance, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la loi Climat, la loi AGEC. Et la pression législative est réelle. Et aujourd'hui, s'ajoute pour vous la pression des autres parties prenantes, et en premier lieu de vos clients, qui doivent rendre des comptes à leurs propres clients et qui sollicitent davantage leurs fournisseurs sur leur démarche RSE. Et donc, il va falloir présenter des comptes et c'est là que tout se complique. Alors, avec moi pour en parler, 4 intervenants. Quel rôle jouent les fournisseurs dans cette équation? Comment ils peuvent procéder? C'est la question que j'ai posée. Et l'autre question clé, c'est est-ce que la responsabilité d'un fournisseur s'arrête au moment où il a vendu son produit? Et voilà. Donc voilà le cadre du débat. Donc pour répondre à ces questions, donc 4 invités, vous voyez les noms qui s'affichent. Christine Rissler, qui dirige la société Capo Verde TBR. Frédéric Mifsud, à côté de moi, qui est le directeur commercial France de Ganea Panelli. Guillaume Léonardon, de l'autre côté de la table, qui est responsable qualité et sécurité d'Exis. Et Vincent Bonnevie, chef de marché chez Antalis. Donc on va commencer avec vous, Christine. Donc, vous dirigez la société Capo Verde TBR qui a été créée en 2011 après 3 ans de recherche et développement. Et votre spécialité, c'est de développer et de fabriquer des matières, des bâches 100% issues du recyclage de bouteilles,
plastique, donc le PET recyclé, et ça pour l'impression numérique grand format. Donc vous avez été pionnière, vous, sur ce créneau, et je voulais avoir votre retour historique sur l'évolution justement de cette perception d'un produit éco-responsable, et voir aujourd'hui si les discours, comme je l'ai dit en préambule, ont véritablement évolué, ou si vous avez encore un grand bâton de pèlerin avec vous. Bonjour à tous. Alors, excusez-moi. Alors oui, ça évolue, et ça évolue très vite depuis, on va dire, 2-3 ans, et aussi depuis le Covid. Nous, quand on a commencé, personne n'y croyait. Tout le monde pensait que c'était utopique de fabriquer des matières issues du recyclage, que les clients n'en voudront jamais, que le PVC c'était très bien, et qu'il n'y avait pas de raison de positionner un nouveau matériau en fait sur le marché du print. Moi, j'ai travaillé de nombreuses années dans l'impression, et je me rendais compte en fait du gaspillage qu'on avait, et en production, et ensuite sur des applications pour des roll-up, des fonds de stand qui restaient en place une journée, 2 journées, et ensuite qui étaient jetés, et qui n'avaient aucune alternative autre que le PVC, qui est une ressource pétrole, donc polluante et polluée. Donc voilà, 3 ans de recherche et développement pour mettre au point des matières éco-conçues. On a mis au point des matières 100% issues du tri sélectif de bouteilles plastiques. Donc on utilise un déchet pour refaire une vraie matière qui est aussi technique et aussi esthétique qu'une matière conventionnelle, polyester ou PVC pur. Alors ça n'a pas été facile. Le bâton de pèlerin, on l'a bien mis en place. On va dire qu'on a eu de nombreuses années où personne n'y croyait du tout. Et depuis 3 ans, étant donné que moi je fais énormément de prescriptions auprès des clients finaux, les grands comptes, les ministères, collectivités, privés, publics, pour leur donner de l'information, on se rend compte de plus en plus que déjà toutes ont des directions RSE intégrées, chose qui n'existait absolument pas il y a 10 ans. Vous aviez de temps en temps une double casquette communication RSE, mais souvent il n'y avait même pas de RSE. Aujourd'hui, toutes les entités ont des directions RSE, et dans le cadre de leurs achats responsables, ils sont obligés de se poser les bonnes questions, et surtout de ne pas se tromper dans leurs achats. Alors, nous, on a été précurseurs, on a été en amont, on n'a pas une gamme de produits énorme, mais ce qu'on fait, c'est un vrai produit. On a voulu aussi que nos produits soient contrôlés et certifiés par Ecocer, qui est un certificateur international, qui nous audite tous les ans, et on a une attestation de conformité renouvelée tous les ans. Donc ça vaut traçabilité complète pour les clients, et c'est hyper important, notamment pour les collectivités et tout ce qui est entreprise aussi privée. Ils ne peuvent pas se permettre de se tromper. Donc nous, on donne de l'information, on leur explique comment on fabrique. On a des partenaires industriels français, donc ça c'est important aussi. Donc nos produits sont français. Ça a permis aussi au niveau sociétal de conserver des métiers à tisser, des machines d'induction, du savoir-faire, des emplois. Donc ce côté sociétal était aussi important, et le côté français est aussi important aujourd'hui. Vous avez tous pu vous rendre compte de ça avec cette période Covid où la centralisation, en fait, ça nous permet d'avoir du stock, ça nous permet d'être réactifs, et puis que notre produit soit vraiment positionné comme un réel produit. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je pense qu'après... Alors, je vais poser une petite question qui fâche, mais c'est ce que j'ai dit en préambule. J'ai dit avoir un support en matériaux recyclés. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut avoir tout un cycle de production. Alors, le produit, il faut commencer par quelque chose. Nous, on a commencé par mettre au point un produit issu du recyclage. Après, on n'est pas une multinationale, on est une petite entreprise. Et si aujourd'hui, il y a des solutions françaises qui se positionnent, qui se positionnent en termes de recyclage, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Et les grands groupes, tous les grands groupes qui sont présents ou pas aujourd'hui, ils n'ont pas de solution. Donc nous, on a déjà commencé par mettre au point des choses, et petit à petit, avec les volumes, forcément, il va y avoir des industriels du recyclage qui vont mettre en place de réelles solutions de recyclage. Voilà. Très bien. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions au cours de la conférence pour chacun de nos intervenants, pour la rendre plus interactive si vous le souhaitez. Je me tourne maintenant vers vous, Frédéric.
Donc, je l'ai dit en préambule, vous êtes directeur commercial France d'Euganea Panelli. Alors, Euganea Panelli, c'est un groupe italien, un industriel italien, à l'origine spécialiste du bâtiment. C'est une société italienne qui s'est diversifiée dans la communication visuelle assez récemment et qui propose des panneaux composites en aluminium 100% recyclables, qui sont imprimables en jet d'encre UV. C'est le Smart Bond qui rencontre un succès croissant en France et qui vise aujourd'hui de nouveaux segments. En 2020, par rapport à la conférence d'il y a 2 ans, le spécialiste de la gestion des déchets de Richebourg vous a délivré un certificat de recyclabilité avec un taux 100% pour vos panneaux Smart Bond. Qu'est-ce que cela a changé aujourd'hui pour vous? Alors, tout d'abord, bonjour et merci. Oui, effectivement, donc depuis que nous nous sommes vus, on a beaucoup progressé. Effectivement, on sent que le marché évolue. Hein, le marché évolue. D'ailleurs, ce matin, on a fait aussi l'expérience. Hein. Aujourd'hui, les clients sont à la recherche de solutions, clairement. Et c'est vrai qu'on a vu une évolution du marché qui était... D'ailleurs, le thème création durable est parfait, puisque la création est vraiment liée au produit, en fait. Donc le produit, c'est l'aspect technique, c'est l'impression, c'est l'usinage, c'est la découpe. Donc les questions étaient là, en fait, avant le Covid. Et depuis, effectivement, le Covid, on sent que ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, c'est la durabilité. Donc c'est le circuit, en fait. Donc aujourd'hui, on voit que les développements produits sont produits, mais sont aussi circuits. Et pour répondre à votre question, je crois que le fait qu'on a mis en place un circuit, en fait, ça nous a aidé dans l'obtention de certains marchés, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pression sur la question de... Alors le circuit, c'est l'État hein, qui met de plus en plus de contraintes. Vous avez parlé de la loi AGEC, c'est juste. La taxe sur les produits polluants, qui va aussi augmenter les prochaines années. Donc il y a une véritable questionnement qui se passe aussi autour du circuit. Donc l'idée c'était de faire un produit technique et aussi durable en fait. Voilà. Donc bon, le chemin est dur quand même, hein, puisque aujourd'hui, si on fait une photo du marché français, hein, du support rigide, on l'estime à peu près 15 millions de mètres carrés en fait, hein, grosso modo. À 3 kg du mètre carré, en fait, nous sommes sur un poids de 45 000 tonnes de support rigide. Ça, c'est aujourd'hui la photo du marché. Donc, l'idée, c'était de prouver... Alors, il existe des matériaux hein, virtueux, hein, comme le carton, comme le papier, vous l'avez évoqué, etc. Mais il y a aussi des produits sur lesquels on doit faire des efforts, notamment sur certains matériaux où le tri est difficile. Hein. Je crois que c'est là où on vient. Et il est vrai que je dirais que Euganea Panelli, avec le certificat de recyclabilité que nous avons obtenu via de Richebourg, on atteste en fait qu'en plus de nos propriétés d'impression, d'usinage, notre produit broyé en fait a un taux de recyclabilité de 100% en fait. C'est-à-dire qu'on valide le fait que notre produit, il n'y a plus de chute, il n'y a plus de déchets. En fait. Les déchets se transforment en ressources. Et ça, c'est très important puisqu'on sécurise le marché. D'autant que l'aluminium est actuellement extrêmement bien valorisé sur le marché. Donc, ça entre dans l'équation du calcul quand on achète vos produits, j'imagine. Tout à fait. C'est vrai que, bon, et d'ailleurs, c'est un petit peu la difficulté aujourd'hui parce que le fait de mettre en avant le circuit m'oblige quelque part à pouvoir quantifier le coût d'un projet, en fait, hein, en poids, j'entends. Hein. Oui, donc plus en mètres carrés, mais en poids. C'est ça. Donc, et du reste, la galerie de l'innovation, en fait, elle a été construite à partir de... D'ailleurs, je vous invite à aller voir. La galerie de l'innovation, c'est un espace sur l'innovation durable qui est de l'autre côté du salon. Il est entièrement imprimé sur des plaques Euganea Panelli. Et en fait, après avoir interviewé Euganea Panelli, on s'est dit on va tester, nous aussi, voir si on peut le recycler jusqu'au bout. Et en fait, on sait qu'à l'issue du salon, on a 350 kg d'aluminium qu'on va emmener chez de Richebourg. On a signé le contrat et de Richebourg va nous payer l'aluminium en retour. Donc en fait, on l'a testé jusqu'au bout pour voir si ce fameux certificat. Et donc ça y est, on a le rendez-vous. C'était l'idée, c'était de cette exposition, c'était aussi de vivre un circuit complet de recyclage et la recyclabilité, sachant qu'avec de l'encre, c'est recyclable à 100%.
Tout à fait, parce que c'était un peu la question, on a un peu de colle, on a de l'encre, et même pour nous aussi, c'était bien de, entre guillemets, lever le doute, en fait, de cet indice de recyclabilité, et on l'a levé, puisqu'en fait, broyé, le produit est totalement valorisable. Et effectivement, alors, bien évidemment, on peut le valoriser, ça c'est vrai, mais on peut aussi le réutiliser. Ça, c'est aussi des sujets importants, la réutilisation, parce que on a aussi une vision à court terme qui peut être la chute et le déchet qu'on peut valoriser, mais c'est aussi à la fin de sa vie. Le matériau, on peut aussi le récupérer. Et ça change un petit peu la donne sur notre business, qui est un business axé sur du jetable finalement. On essaie de le renvoyer vers du circulaire. Et je trouve que c'est plutôt positif. Alors, juste une question, le Smart Bond que vous proposez est plus cher que votre concurrent direct, on va dire, il a un prix d'achat plus cher. Est-ce que à vos clients, vous expliquez justement que vous raisonnez en poids et pas forcément en mètres carrés? Est-ce que entre dans cette équation, donc cette valorisation, et ce sont des arguments que aujourd'hui vos clients entendent? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, bon, comme on le disait tout à l'heure, la partie, on va dire, création et la partie durable, finalement, sont en train de s'associer, finalement. Donc, on est en train le marché, en fait, est attentif à la notion de circuit. Vous voyez? Donc, c'est intéressant pour nous parce qu'en fait, lorsque je présente mon produit, j'évoque la partie chute, effectivement, parce que on ne paye plus pour jeter. On reçoit de l'argent parce qu'on jette. C'est différent, vous voyez? On valorise, oui. C'est parce qu'on valorise. Donc, et en fait, ça change complètement la philosophie. Alors, culturellement, on n'est pas habitué à ce type de fonctionnement. Mais progressivement, avec les services RSE qui intègrent les entreprises, avec, encore une fois, je le répète un petit peu, mais la pression qui est mise sur les marchés publics. Vous voyez, par exemple aussi, ils vont favoriser des matériaux vertueux. Donc finalement, ils tiennent compte du circuit. Et c'est ça qui est important. Donc le prix, finalement, nous le dépassons à travers le circuit. Et je crois que vraiment, il faut prendre la peine de discuter. C'est évident que deux produits qui se ressemblent sont difficilement... mais par contre, lorsqu'on met en avant le circuit, là, par contre, on fait la différence. Christine, c'était un peu le même aussi, alors avec des circuits différents, mais c'était la même chose. Les bâches étaient plus onéreuses, on va dire, à l'achat que d'autres. Mais... Alors, oui, il y a encore 4-5 ans, on avait un delta prix qui était à peu près de 30%. Pas par rapport à de la bâche PVC chinoise, hein, par rapport à, on va dire, un polyester enduit européen. Mais aujourd'hui, on a augmenté nos volumes de production de façon quand même conséquente, ce qui fait qu'on a pratiquement plus de delta prix. On a même des imprimeurs qui nous disent j'achète le capotoile moins cher que telle autre matière conventionnelle. Donc ça dépend, ça dépend des volumes qu'ils achètent, ça dépend où ils achètent aussi, mais c'est plus du tout un frein. Après, les objections, elles peuvent être autres. C'est la volonté, c'est de se dire on va changer les habitudes au niveau des imprimeurs, on va stocker une nouvelle matière, on va faire en sorte d'être force de proposition aussi auprès de nos clients finaux, s'ils ne nous l'ont pas demandé. Et puis, quand le client final demande à son imprimeur et que c'est un gros client, forcément, là, ça peut aller plus vite. Parce qu'il va se dire, si je ne veux pas perdre mon client, s'il me demande d'intégrer de réelles solutions, il faut que je les intègre et que je fasse aussi un petit peu des efforts en tant qu'imprimeur pour intégrer tout ça. Oui, donc le push vient quand même beaucoup des marques encore et des clients finaux. Aujourd'hui, je pense que ça vient aller à 80% des clients finaux en termes de demande et en termes d'intégration. Après, il y a des imprimeurs qui l'ont intégré, je parle pour notre matière, qui l'ont intégré, quand sont hyper contents, qui ont pris des parts de marché importantes, qui ont pris des appels d'offres grâce à nos toiles, et qu'aujourd'hui, ils ne regrettent pas du tout, même si à l'époque, ils le payaient avec 30% de delta supérieur. Aujourd'hui, ils sont retrouvés. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a les mentalités changent, je le vois sur... nous, c'est la première fois qu'on a un stand sur Cprint. Moi, je viens sur Cprint en tant que visiteur depuis le début. Donc, je connais un petit peu. Et là, je pense que c'est vraiment mûr pour le changement d'habitude et l'intégration de solutions. Après, voilà. Nous, on est un acteur, vous êtes les autres acteurs.
et à chacun de voir un petit peu comment il peut agir pour répondre en fait aux besoins des clients avec toutes les données qu'il a en sa possession. Alors, on a un problème d'affichage à l'écran, mais j'avais prévu des photos, mais ça ne passe pas pour l'instant. Mais parmi les clients de Capo Verde, on a les photos du siège de Bonduelle, on avait le musée du Louvre, on avait WWF, le nouveau siège, et la COP 21 aussi, qui avait acheté, et beaucoup d'autres. Mais on voit que les profils ne sont pas que des gens engagés forcément avec leur entreprise, comme la COP 21 ou WWF. Mais voilà, le musée du Louvre aussi avait choisi. Et puis on a de plus en plus de ministères, de métropoles, de mairies, d'organisateurs de salons, voilà, qui dans leur démarche RSE veulent vraiment avoir des solutions à proposer aussi aux exposants, tout ça. Donc c'est important. Et vous, Frédéric, vos clients, alors je sais que vous passez par des distributeurs, mais vous avez gagné des parts de marché en France. C'est plutôt justement des pouvoirs publics, c'est plutôt des marques de luxe parce que la matière a un coût et qu'ils ont des services RSE constitués qui peuvent mettre en place ces stratégies de recyclage. Tout à fait. En fait, ce sont des donneurs d'ordre en fait, qui nécessitent d'avoir une traçabilité du suivi du déchet. Clairement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait chez ces interlocuteurs, il y a de grandes entreprises qui sont en train de nous faire confiance. Et en fait, on s'aperçoit qu'à un moment donné de la chaîne, ils avaient un problème de traçabilité. En fait. Et je crois que le Smart Bond leur a permis justement de pouvoir quantifier leur sourcing en fait, de traçabilité. Et ça, oui, on a de grands donneurs d'ordre qui oui, sont... mais les grands groupes sont obligés de déclarer dans leur rapport extra-financier. Exactement, c'est pour ça. C'est pour ça que nous sommes favorisés. Donc oui, il y a de gros dossiers qui ont validé en Smart Bond et il y en a d'autres. Et... ça. Donc la logique est en train de se mettre en place. Totalement, oui. Guillaume, je me tourne maintenant vers vous. Donc Guillaume Leonardon, responsable qualité et sécurité RSE chez Exis. Donc Exis, le fabricant français de films. Je pense que tout le monde vous connaît. Donc chaque année, 25 millions de mètres carrés sont adhésivés avec des produits Exis. Donc vous avez un sacré volume de produits à gérer. Et il y a 2 ans, vous étiez avec nous pour nous parler de la politique de recyclage que vous vouliez mettre en place, avec les difficultés pour mettre en place une collecte, notamment, et recycler les produits. C'était un des enjeux. 2 ans après, beaucoup de choses ont changé. Les investissements de votre groupe ont été colossaux en RSE, en équipement, en outils industriels. Et aujourd'hui, vous déployez une stratégie RSE sur 4 grands piliers. Je suis désolée, on ne peut pas encore afficher la slide, mais ça ne fonctionne pas. Mais vous connaissez votre sujet. Donc je vous laisse nous présenter justement cette histoire où vous êtes engagé vers le recyclage. Et puis, les solutions n'existent pas encore forcément, mais ça ne vous a pas empêché de mettre en place un grand plan stratégique de développement RSE. Je vous écoute. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce bel atelier. Donc effectivement, il y a 2 ans, j'étais intervenu pour mettre en avant des potentielles solutions de recyclage des liners siliconés et des chutes de PVC. Il s'avère que c'était une vision assez microscopique justement du recyclage axé sur un point one-shot. 2 ans sont passés, un Covid est passé, des demandes clients s'accentuent sur les demandes notamment de développement durable. Et c'est vrai que depuis 2021, on a une vision tout à fait différente, beaucoup plus macroscopique, qui vient toucher justement l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, l'ensemble des chaînes de production, de la mise à disposition et du traitement final du produit. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on veut parler de communication durable, ça ne doit pas s'arrêter uniquement à la fabrication de produits sans PVC. Bien entendu, on est aussi chez Exis, on développe des gammes avec le HX500, PC500, etc., sans PVC. Mais on veut vraiment axer notre communication et nos actions, des actions concrètes justement, sur cette vision très macroscopique et éviter justement d'entrer dans cette notion de bashing du PVC. Parce qu'aujourd'hui, on fabrique du PVC, vous l'avez dit, 25 millions de mètres carrés. En France, la RSE, ça commence dès ce niveau, là en France, parce qu'on a 2 usines en France. Et je pense que c'est assez vertueux aujourd'hui de développer des emplois et de développer notre industrie française. Et donc c'est pour ça qu'on a appuyé notre stratégie RSE sur 4 piliers, avec le renforcement de la qualité, la limitation des atteintes sur l'environnement avec la gestion des émissions de gaz à effet de serre, le lancement de notre bilan carbone volontairement 3 scopes, donc qui balaye justement les 3 champs de l'approvisionnement jusqu'à la mise à disposition du produit, intégrer Exis sur le territoire national avec de l'approvisionnement durable, de l'investissement, du mécénat dans des associations françaises. Je pense que c'est ça aussi tout le cercle vertueux de
de la RSE et vraiment agir sur un volet éthique en interne et également en externe, apporter à nos clients toute la confiance qu'ils attendent d'un fabricant français comme Exsys en termes de mise à disposition de produits PVC, certes, et sans PVC aussi. Et aujourd'hui, c'est des investissements de quel ordre pour Exsys? C'est une grosse partie des investissements dans l'outil industriel, par exemple? Tout à fait. Donc c'est vrai qu'en termes d'environnement, comme je vous l'ai dit, on a deux usines en France et on en est fiers. Mais qui dit entreprise en France dit législation particulière en termes d'installation classée pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, la lutte contre les émissions atmosphériques, parce que pour Exsys, c'est vraiment une lutte, ce n'est pas une réduction. Ça représente 9 millions d'euros d'investis dans des unités de traitement des oxydateurs thermiques pour réduire nos émissions. Donc c'est vraiment aux alentours de entre 10 et 11 millions d'euros d'investis dans la RSE au global et dans l'environnement pour avoir vraiment une vision plus vertueuse. Aujourd'hui, vos clients vous parlent beaucoup donc, veulent des produits plus vertueux. Les demandes de films sans PVC sont croissantes ou au contraire, les réponses que vous apportez suffisent à continuer à pérenniser l'activité PVC et les rassurent en disant de toute façon, c'est dans l'usage que c'est important, pas forcément la matière. On l'a vu avec l'aluminium. L'aluminium, c'est sur le papier, au départ, on se dit, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vertueux à créer, sauf qu'au final, on a un cycle qui peut être tout à fait circulaire de la réutilisation. Est-ce qu'il y a la même chose sur le PVC? Vos clients sont plus dans le bashing, mais dans une approche plus globale ou Alors déjà, ce qu'on constate, c'est à peu près 65% d'augmentation des demandes qui est faite dans notre centre d'assistance en termes d'économie circulaire, d'analyse du cycle de vie, de recyclabilité de nos produits. Donc déjà, ça prouve qu'il y a une attente du côté client, justement, d'obtenir des réponses concrètes et factuelles. Mais aujourd'hui, c'est partagé. C'est vrai qu'on peut avoir autant de demandes en termes de produits sans PVC pour des marchés très spécifiques. On parlait du luxe tout à l'heure justement et sur ces notions où on peut travailler. Sur les marchés publics, vous en avez parlé également, où il y a une demande de plus en plus croissante sur ces produits sans PVC. Mais d'un autre côté, beaucoup de demandes aussi sur le PVC. Parce que ça reste notre cœur de métier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne veut vraiment pas faire du bashing de PVC parce qu'on est certain qu'il y a des solutions. On a parlé de difficultés tout à l'heure. Je pense que c'est bien aujourd'hui de parler des difficultés en termes de recyclabilité sur le papier et sur le PVC. Grosse difficulté en termes de collecte et de maillage sur le réseau. C'est ici qu'on a la plus grosse difficulté. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit passer obligatoirement par un consensus entre l'ensemble des fabricants pour mutualiser justement les collectes, mutualiser les gisements de déchets pour pouvoir trouver des solutions beaucoup plus vertueuses. Donc certes, nous, on cherche des solutions à notre niveau, avec des entreprises scandinaves notamment. Mais je pense que ce consensus aujourd'hui est indispensable et ça va aussi pour prôner le PVC, pour le rendre plus vertueux. Et ce consensus, du coup, vous êtes moteur, vous avez appelé vos petits copains? Alors, comment ça se passe? Parce que c'est aussi un argument des fois de différenciation par rapport à la concurrence. Donc c'est vrai qu'on est tous sur la même planète et on se dit autant s'entendre. On voit en Angleterre des valorisateurs de matière qui s'unissent justement et qui sont concurrents. Mais pour sortir un secteur de l'ornière dans laquelle il est parce qu'il n'arrive pas à recycler s'il n'a pas les quantités suffisantes. Où on est est-ce que vous discutez avec des Arlon 3M ou pas? Est-ce qu'il y a des discussions au niveau des directions RSE, j'imagine? Alors déjà, à notre niveau, non. Non. En toute franchise, parce que nous, on veut être vraiment moteur dans le domaine du recyclage. Et c'est vrai que on est partenaire du FESPA, on est partenaire du syndicat Evision, justement, où c'est un ensemble de tous les fabricants. C'est des discussions qui sont lancées, mais il n'y a rien qui est concrétisé aujourd'hui. Donc nous, on travaille, c'est vrai, sur des solutions qu'on va présenter très prochainement au Evision. Mais voilà, il faut que ce soit moteur et qu'on aille tous dans le même sens. Donc des solutions de recyclage pourraient arriver? Je pense. Bon, l'année prochaine, on en reparlera. Je vais céder maintenant la parole à Vincent de Bonnevie. Donc, vous êtes chef de marché chez Antalis. C'est ça. Voilà. Alors, la question, c'est ce que j'avais posé en préambule. C'était où s'arrête aujourd'hui la responsabilité d'un distributeur en termes de RSE? Antalis est quand même leader européen dans la distribution de support pour la communication visuelle. On sait qu'il a mis en place énormément de procédures justement autour de l'éco-responsabilité. Et aujourd'hui, quelle est la politique affichée dans Antalis en termes de responsabilité d'un distributeur? Aujourd'hui, nous considérons que nous devons agir. Nous devons aider nos clients à évoluer vers une communication plus responsable, les aider à choisir les produits, les différences de qualité, les différents types de technologies.
Donc aujourd'hui, nous avons créé un outil. Alors c'est embêtant parce que l'informatique ne fonctionne pas. Nous avons créé un tableau. Alors je vais vous le montrer, mais tout petit, tout petit. Donc un tableau, en fait, en abscisse, vous avez l'origine de la matière. Donc vous avez est-ce que si les produits sont issus de matières fossiles, donc type pétrole, type aluminium, ou de matière renouvelable. Et ensuite, est-ce que c'est des produits qui sont fossiles mais recyclés, et renouvelables et recyclés. Donc ça, c'est en abscisse. Et en ordonnée, vous avez le cycle de vie du produit. Donc est-ce qu'il est facilement recyclable, pas recyclable du tout? Est-ce qu'il est très facilement recyclable? Et au milieu, peu ou moyennement recyclable. Donc ce qui nous permet de fournir un outil extrêmement simple d'utilisation à nos clients, qui en un coup d'œil peuvent définir si le produit est éco-responsable ou pas, parce que donc, dans ce tableau, les produits sont classés de 1 à 5 étoiles. Hein, vous le voyez. Donc c'est ce qu'on appelle le Green Star System. C'est ça, le Green Star System. Le stand Dentalis, c'est juste derrière. Vous pouvez en récupérer. Voilà, là, si vous voulez plus d'explications, effectivement, je crois qu'il faut venir chez nous. Donc, si on prend des exemples, alors ce tableau était très compliqué à mettre en place. On a mis plus d'1 an à 15 chefs de produits internationaux avec des réunions tous les 15 jours. Donc, vraiment, on a passé du temps pour essayer de fournir le tableau le plus juste, le plus transparent possible. Et vous allez dire, Dentalis, ils sont gentils, ils ont créé un système de classification qui les arrange, bien évidemment. Alors, pas du tout, justement, parce que quand on a eu fini ce travail, de manière tout à fait objective, et qu'on a regardé un petit peu ce que ça voulait dire en termes de produits chez nous, on s'est aperçu que 70% des produits n'étaient pas green, n'étaient pas écologiques. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de partir de ce 70% de produits non green et d'évoluer à 10 ans vers 70% de produits écologiques. Donc, si on prend des exemples, par exemple, le produit Capotoile de Christine. Donc, c'est un concurrent à la bâche. Enfin, à la base, ça remplace la bâche. Donc, la bâche, c'est un produit composite avec du PVC et du polyester. Donc, dans notre classification, c'est un produit fossile et qui n'est pas du tout recyclable. Donc, du coup, 1 étoile au Green Star System. Donc, la bâche n'est pas du tout écologique. Par contre, le produit de Christine, le Capotoile, c'est un produit toujours fossile, effectivement, mais fossile, donc à base de pétrole, c'est du polyester, mais recyclé et parfaitement recyclable. Donc 4 étoiles au Green Star System. Ton produit, le Smart Bond, donc est un équivalent, enfin un concurrent, enfin est une alternative aux produits aluminium composite classiques, qui sont des composites, de l'alu avec du plastique. Donc toujours des produits fossiles non recyclés et non recyclables. 1 étoile au Green Star System. Le produit, le Smart Bond, c'est un produit fossile, certes, de l'aluminium, mais par contre, il est parfaitement recyclable, donc il a 3 étoiles au Green Star System. Donc c'est un produit écologique. Donc voilà, on a un outil extrêmement simple. Donc venez le découvrir chez nous, on vous le montrera un petit peu plus en détail. Et toutes les données qu'on a pu évoquer avec Guillaume, qui sont importantes aussi sur la santé des hommes, des sites d'exploitation, le lieu de production des produits, l'acheminement. Typiquement, une fabrication française de films, c'est un coût carbone moins important au moment de la livraison. Est-ce que ça peut être des éléments que vous pourrez intégrer ensuite? Je comprends bien que ce n'est pas encore intégré, mais c'est aussi des éléments de la RSE, la santé des personnes qui développent les produits, etc. etc. Alors oui, c'est très important, mais à un moment, nous, on a fait un choix de faire quelque chose de très simple, très compréhensible, absolument transparent pour les clients, et donc de ne prendre que les points qui nous ont paru les plus importants. Donc effectivement, on peut considérer que le même produit fabriqué en France ou fabriqué en Chine va avoir le même nombre d'étoiles chez nous, mais après, c'est à nous d'expliquer que voilà, si ça vient de Chine, c'est quand même un petit peu moins éco-responsable. Et aujourd'hui, ce Green Star System, donc, il fonctionne depuis combien de temps? Alors c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps chez nous, qui existait dans le papier, et qu'on a mis en place dans la partie Viscom, communication visuelle, depuis une grosse année. Donc au départ, on avait un système qui était en place. Par contre, on manquait de produits. Et aujourd'hui, par contre, les produits arrivent. Donc le Smart Bond, le Capotoile et plein d'autres qui sont sur le stand. Les produits arrivent et donc ils nous permettent de proposer des alternatives à nos clients. Et aujourd'hui, en termes d'impact sur les ventes, justement, le fait que les clients aient une lisibilité parfaite un petit peu des produits que vous vendez, du coup, ça les pousse à acheter plus vert ou... Alors j'espère. En fait, c'est un peu tôt parce que tout ça vient de sortir. Oui. Le Green Star System, bon, donc c'est quand même assez récent. Les produits sont sur le stand maintenant, mais sont aujourd'hui sur le stand. C'est des produits qui sont en lancement, donc
Voilà, donc j'espère C'est à qu'on va, suivre. on va faire qu'on va faire un tabac avec ça et que les gens vont évoluer vers une communication beaucoup plus responsable. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour la création durable, le cycle de vie, la RSE, la créativité durable? Oui. Excusez-moi, j'étais pas là au début et en fait, j'ai pas entendu de quel matériau vous parlez. Pardon, c'est un panneau de communication visuelle. C'est un support, un panneau composite. Donc on associe 2 feuilles d'aluminium sur un nid d'abeille un peu spécifique et qui fait un complexe pour la partie, un support de communication visuelle tout aluminium. Tous les échantillons sont sur son stand ou sur le nôtre. Est-ce qu'il y a une autre question pour nos invités ou une remarque? Alors, je vais juste appeler Gaëtan Le Marchand à nous rejoindre, parce que c'est notre grand témoin de fin de conférence. Je vais la laisser s'installer. On peut lui donner un micro. Donc, merci beaucoup. Donc, Gaëtan Le Marchand, elle travaille pour Circulaire et la Fabrique Circulaire, qui est un projet autour de la PLV circulaire. On sait que la PLV, c'est souvent des matériaux composites. C'est infernal à recycler. C'est très compliqué. On sait que 30% des PLV qui sont achetés ne sont jamais posés. Donc, c'est jeté directement. Donc, c'est du pur gâchis. Et qu'en termes d'usage, il y a énormément de choses à faire. Et donc, avec Circulaire, ils ont mis autour de la table différents acteurs de toute la chaîne de production d'une PLV pour justement essayer de trouver une solution la plus vertueuse qui soit pour pouvoir produire de la PLV circulaire. Alors, on n'a pas l'affichage pour le manifeste, mais je vais en lire un petit morceau. Ils ont édité un manifeste et je vais vous en lire 2 phrases. Donc, directement en prise avec les consommateurs, les supports de communication déployés sur les lieux de vente sont une véritable extension de la marque sur le terrain. Dans un contexte où les entreprises ont saisi l'importance de limiter leur impact environnemental en lien avec les attentes des consommateurs qui s'intensifient en matière d'engagement, il apparaît fondamental de repenser les pratiques de cette industrie en profondeur, surtout si on en jette 30%. Parce que nous sommes convaincus que des solutions existent pour aligner notre communication en point de vente avec nos impératifs environnementaux, nous, acteurs issus de l'ensemble de la chaîne de valeur de la PLV, nous réunissons au sein de la Fabrique Circulaire. Donc c'est le manifeste qui vient d'être publié, auquel Antalis participe notamment. Et donc on comprend en le lisant que ce projet s'attaque au recyclage des PLV. Alors c'est pas un sujet nouveau parce que beaucoup de producteurs ont eu aussi le sentiment qu'il fallait agir. Ils se sont penchés sur la question, mais avec plus ou moins de succès. Et donc première question pour vous, Gaëtan, comprendre en quoi votre approche est différente et quelles sont les pistes que vous proposez. Déjà bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui. Notre approche, alors peut-être déjà pour présenter rapidement Circulaire avant de parler plus de la PLV. Nous, Circulaire, on est une entreprise de 27 personnes et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner d'autres entreprises ou des entités même publiques, donc des métropoles, dans leur transition vers l'économie circulaire. Donc nous, on n'est pas spécialisé sur la PLV, mais plus vraiment ce côté transition vers une économie qui est plus durable. Et en fait, en 2019, on a un énorme acteur de la cosmétique qui est venu nous parler chez Circulaire de leurs problématiques autour de la PLV en nous disant, ça doit être une problématique que vous connaissez tous, qu'a rappelé Cécile, que en fait 30% de la PLV qu'ils produisent, donc qu'ils vont commander, n'arrive même pas aux yeux des consommateurs. Et ça pour plein de raisons différentes, notamment des raisons de traçabilité qui ont déjà été abordées, ou même de systèmes de commande de PLV. Et en creusant un peu et en allant poser des questions à d'autres industriels, on s'est vraiment rendu compte que c'était une problématique qui était commune et qu'en plus, il y en avait beaucoup qui avaient essayé d'agir de leur côté en éco-concevant leur PLV, en essayant de les rendre meilleurs, mais qu'en fait, ils stagnaient tous au bout d'un certain moment. Et je crois, Guillaume, c'était un petit peu ce que tu disais, c'est qu'il y a un certain moment où, en fait, si on n'a pas tout le monde autour d'une même table rassemblés pour se dire maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et où sont les différentes problématiques, en fait tout seul on n'y arrive pas. Et nous c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer et l'approche qu'on essaye d'avoir, c'est de rassembler tous les acteurs de la chaîne de valeur de la PLV. Donc dans ce groupement on a des fournisseurs de matières comme Antalis, on va avoir des producteurs de PLV, on a des annonceurs, on a des distributeurs. Pour l'instant, on s'est centré autour de
la thématique de la grande distribution. Donc on a Carrefour, Auchan, des grandes entités comme Coca-Cola, Kronenbourg, le groupe Bell, etc. Mais l'objectif, c'est d'en développer ensuite sur d'autres industries, pas que la grande distribution, mais aussi peut-être la pharmaceutique, la cosmétique, etc. Et sur les solutions qu'on propose, je me disais quelle était la prochaine question. Donc sur les solutions qu'on propose, on a 4 gros chantiers qu'on a identifiés avec tout ce groupement et sur lesquels on va se pencher parce que là on s'attaque maintenant au projet pilote dans une deuxième phase, que depuis début avril. Et donc on a 4 gros chantiers qui sont l'éco-conception. C'est encore une fois rien de nouveau sous le soleil, mais juste l'idée c'est de rassembler tout le monde autour de la même table. Mais il y a l'éco-conception, tout ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Donc comment faire que notre PLV elle soit plus à usage unique, mais qu'elle soit réutilisable et réutilisée. On a tout ce qui est collecte en fin de vie. Je crois que c'était toi, Guillaume, aussi qui le disait, que finalement, le collecte, il y a des gros enjeux autour de ça. C'est que même si votre PLV elle est recyclable, est-ce qu'elle va vraiment être recyclée ? Vous avez des recycleurs d'ailleurs avec vous. Hein. Et on a des recycleurs. En fait, sur chacun des... Donc il y a 2 autres thèmes. Il y a aussi un autre thème, qui est la traçabilité. Et en fait, sur chacun de ces grands piliers, on a des acteurs qui viennent pour donner leur expertise. Donc typiquement, sur tout ce qui est collecte et fin de vie, on a eu Suez qui est venu nous aider au début. On a Trio and Green Wishes, qui est un petit gestionnaire de déchets, qui va venir être plus agile, disons, sur le développement de projets pilotes. On a SAP sur la traçabilité. On a le Popeye, qui est, que vous devez, pour beaucoup, connaître, qui vient nous aider sur la partie éco-conception. Parce que cette dynamique de se dire on se rassemble et on va tous autour d'un même but commun, d'essayer d'avoir une industrie un peu plus responsable, on le fait aussi avec des acteurs qui ont des démarches similaires aux nôtres. L'idée, c'est pas de réinventer la roue à chaque fois et de repartir de zéro, mais de capitaliser sur ce qui a déjà été fait. Et le Popeye, ils ont déjà énormément avancé sur tous les travaux d'éco-conception, par exemple. Donc, capitaliser sur ce qu'ils ont déjà fait, eux plus sur la partie cosmétique, mais nous aussi l'adapter à toute la partie plutôt grande distribution et agir ensemble. Et il y a déjà des projets pilotes ou quelle est la roadmap pour l'année qui vient en fait Est-ce qu'on va avoir des premiers tests pour la PLV, des bonnes pratiques qui peuvent aider en fait toutes les personnes qui nous écoutent d'ailleurs? Alors c'est sûr, mais en fait donc ce qu'on a fait pour l'instant, c'est que l'année dernière, on s'est attaqué au sujet d'étudier toute cette chaîne de valeur et d'identifier où étaient les grosses problématiques de circularité sur toute la chaîne de valeur de la PLV et quels étaient les leviers à activer pour la rendre plus circulaire. Cette année, là, depuis début avril, on a initié cette deuxième phase qui est de maintenant, OK, on a identifié les leviers, maintenant, il faut les activer. Et donc, on passe sur une phase plus de concrétisation et là, de projet pilote. Et donc, c'est sûr qu'on va en voir apparaître. Après, lesquels, pour l'instant, je ne peux pas vous dire tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que là, on est en train d'écrire notre feuille de route et de la faire valider par tous les membres. Donc, une fois que celle-ci sera bien définie, on pourra lancer vraiment les projets. L'objectif, là, c'est que en fait, la feuille de route soit finalisée d'ici fin juin maximum et qu'ensuite, on ait vraiment une démarche de toutes les 2 semaines, on regarde ce qui a déjà été réalisé, ce qui va être réalisé sur les 2 prochaines semaines et qu'ensuite, on soit vraiment dans du concret et qu'on n'ait plus qu'à, entre guillemets, dérouler et partager tous les retours d'expérience qu'on aura accumulés. Là, je ne sais pas s'il y a des fabricants de PLV ou des imprimeurs de PLV dans la salle. Il y a des fournisseurs de matériaux, en tout cas pour la PLV. Si on je connais déjà. Oui. Si on veut rejoindre le mouvement, qu'on est fournisseur, on se dit oui, je fournis la PLV, mes clients me challenge en permanence. Comment on fait? Vous me contactez. Non, on est plusieurs de Circulaire. On est une dizaine chez Circulaire à travailler sur le sujet. Il y a Claire et Caroline qui sont avec moi aujourd'hui. Et oui, et après, on sera toujours ravis. Alors, soit d'échanger si vous voulez rejoindre le groupement, soit si vous avez déjà mené des expérimentations sur des PLV plus durables, vraiment contactez-nous. Nous, l'idée, c'est que l'information circule. Il y a eu aussi, je trouve que quand on a regardé, nous, on a mis le nez dans cette industrie qu'on ne connaissait pas du tout, en fait, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient déjà menées, mais qui n'étaient pas forcément connues par tous. Oui, il peut déployer en fait chacun dans son entreprise. Oui. Alors dans son entreprise ou même dans son industrie,
Typiquement, nous, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est de faire intervenir des personnes qui travaillaient sur l'industrie plus de la cosmétique et de la distribution spécialisée. Typiquement, un acteur comme Sephora a eu un super projet de PLV réutilisable. Et en fait, toute la grande distribution n'en avait pas du tout entendu parler. Donc en fait, on fait aussi intervenir des acteurs de différentes industries pour collaborer, pour partager les bonnes pratiques et essayer vraiment de se tirer tous vers le haut. Donc si vous avez des solutions, des retours d'expérience, vraiment, on vous accueillera à bras ouverts. Et l'idée, c'est qu'on aille tous vers une même mission, qui est d'ailleurs qu'on a définie il y a 2 semaines avec tout le groupement, qui est de repenser la communication des marques en magasin pour l'aligner avec nos impératifs environnementaux. Donc un gros programme. Un beau programme. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions pour Gaëtan? Non, merci beaucoup d'être venu nous présenter ce projet. On va continuer à le suivre et mettre tout le monde autour de la table pour faire avancer des idées. Je pense que c'est ce qu'on fait et on va continuer à le faire et il n'y a rien de mieux. Mais écoutez, merci beaucoup. Cette conférence a été enregistrée. Vous aurez les slides qui ne sont pas passés dans le replay. Et elles seront disponibles aussi sur notre site internet où on fait toujours des comptes rendus des conférences via des articles ou dans notre magazine. Très bonne fin de journée sur le salon et à demain. Merci. Merci.